on continue un petit peu dans les maladies immunologiques donc du module 8. Et on vous donne une dame de 38 ans qui se présente à votre consultation de rhumatologie, cette fois-ci, pour, vous dit-elle, des douleurs des deux mains qui évoluent depuis plusieurs mois associées à des gonflements de ses articulations. Et dans le premier recueil, on vous dit qu'elle n'a pas d'antécédent, elle, personnel particulier. Par contre, sa grand-mère maternelle avait les mains très déformées. Donc on est probablement dans un contexte de maladie articulaire familiale avec un gonflement et une déformation articulaire. La première maladie à laquelle on pense, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Et là, on vous demande à l'interrogatoire les signes que vous allez rechercher. Il faut aller rechercher d'une part des signes positifs en faveur de la maladie et d'autre part des signes négatifs en défaveur donc, de la polyarthrite rhumatoïde. Les signes positifs, ils sont gérés par les critères de l'ACR, qu'on appelait avant les critères de Lara, qui datent des années 80, qui sont un petit peu obsolètes, mais toujours valables, et qu'il faut essayer de connaître par cœur. À défaut, si on ne les connaît pas, mais il faut essayer de retrouver un petit peu quelles sont les manifestations que donne la polyarthrite rhumatoïde. L'APR, c'est une maladie inflammatoire articulaire qui va toucher principalement les pieds et les mains, en tout cas au début, qui va ensuite s'étendre sur les autres articulations et qui va occasionner d'une part des douleurs très inflammatoires, donc principalement le matin, et d'autre part une raideur au début articulaire assez importante, et secondairement, vraiment beaucoup plus loin, une déformation articulaire avec des impotences fonctionnelles. Au niveau des critères, sur des PR débutantes, on va aller rechercher une raideur articulaire qui évolue depuis plus de 6 semaines. La notion de temps est extrêmement importante puisqu'on peut porter le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde qu'en face de douleurs chroniques, donc évoluant depuis plus de 6 semaines. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des douleurs des mains d'origine vraiment inflammatoires, donc qui vont réveiller la patiente le matin, à 5 heures du matin, elle va se réveiller avec les mains gonflées qui lui font extrêmement mal, elle va être obligée de se lever, d'aller secouer ses mains, d'aller prendre des traitements antalgiques parce que c'est insupportable. On a dit que ça touche principalement les petites et les moyennes articulations, en tout cas au début, et le côté vraiment la polyarthrite, on est à l'opposé de l'oligoarthrite, on a ici une atteinte bilatérale et symétrique. Ça, c'est le troisième critère. Principalement, ce qui va être touché, au début en tout cas, c'est les mains et les poignets, et dans les mains et les poignets, c'est le deuxième et le troisième rayon qui vont être atteints, qui vont pouvoir atteindre du doigt au carpe et métacarpe et au poignet. Et puis, dans le même temps, en plus de la douleur, le premier critère important, c'est la douleur. Le deuxième, c'est le gonflement articulaire, qui va être intermittent, on a dit plutôt le matin. Et c'est tous ces éléments-là qui vont être extrêmement importants. Le dernier critère de l'ACR, qui est pas souvent présent au début, mais qui par contre est un signe de gravité si jamais elle est présente, c'est la présence de nodules rhumatoïdes, qui sont des nodules enchâssés dans le derme, des nodules sous-cutanés, qui sont souvent assez inflammatoires, assez douloureux, qui prédominent surtout dans la face interne des membres ou sur les phases d'extension, type phase d'extension des avant-bras, qu'on peut également retrouver au niveau de la radiographie pulmonaire, par exemple, si on en pratique une, c'est les nodules rhumatoïdes qu'on va rechercher. Et puis enfin, on va aller rechercher des antécédents de polyarthrite rhumatoïde dans la famille, et là, la grand-mère, ici, joue un rôle important, puisque vraisemblablement, elle était atteinte. Et on a dit la deuxième partie, c'est aller rechercher des signes négatifs. Les signes négatifs en défaveur de la polyarthrite rhumatoïde, c'est au début, les signes extra-articulaires sont assez peu fréquents. On n'est pas dans le cadre du lupus, avec une atteinte cutanée, avec une atteinte pleurale, par exemple, une atteinte sérique. En général, la PR au début est plutôt une forme articulaire. La deuxième chose, le deuxième point négatif, c'est principalement un signe articulaire, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte des interphalangiennes distales dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est par opposition notamment au rhumatisme psoriasique et aux autres polyarthrites, type la polyarthrite lupique que vous pouvez avoir. La deuxième question, on vous demande de ce que vous allez rechercher à l'examen physique. Et l'examen physique, il faut essentiellement faire un examen rhumatologique et aller rechercher toutes les articulations gonflées, douloureuses ou raides, et éventuellement déformées. La PR, elle touche au début les cartilages, et par extension des cartilages articulaires, elle va aller toucher les synoviales. On va avoir un gonflement, une inflammation des synoviales, ça s'appelle la synovite. C'est principalement les ténosynovites des doigts, des mains et des pieds qui vont être atteintes en premier. Comment est-ce qu'on recherche une ténosynovite? On va aller faire plier la main de la patiente pour aller, si on veut, au niveau des interphalangiennes proximales, par exemple, ou au niveau des métacarpophalangiennes, ici, aller rechercher. Les gaines synoviales, elles passent des deux côtés ici. On va aller rechercher une masse rénitante des deux côtés, donc aller palper un petit peu ici, aller voir un petit gonflement. C'est souvent assez sensible au début à aller rechercher, c'est pas toujours évident, et d'aller chercher un petit gonflement de chaque côté de l'articulation, ici la métacarpophalangienne ou ici sur l'interphalangienne proximale.
Ça, c'est la première chose à aller rechercher. On va également aller rechercher authentiquement des arthrites, que ce soit d'authentiques gonflements articulaires, que ce soit au niveau des doigts, au niveau des poignets, donc une carpite par exemple, au niveau des pieds également, et puis au niveau des autres articulations. Il va falloir faire un listing de l'ensemble, donc les genoux par exemple, les coudes également peuvent être atteints. Et puis, on va aller rechercher des nodules rhumatoïdes, dont on parlait tout à l'heure avec la localisation. Exceptionnellement, au début de la PR, vous allez avoir des déformations. Tout ce que vous avez dans les bouquins sur une PR débutante, vous n'allez pas l'avoir. Ça va se limiter à des gonflements articulaires. La déformation, c'est une PR déjà évoluée, non traitée en général, depuis quelques mois ou quelques années, ou alors une PR rapidement déformante et rapidement destructrice. Les signes négatifs qu'on va aller rechercher à l'examen clinique, c'est les signes extra-articulaires et notamment des signes en faveur d'un lupus, qui est le diagnostic principal sur ce terrain, c'est-à-dire une femme jeune, 38 ans. Le diagnostic différentiel, ça va être le lupus. Donc si vous avez des signes cutanés, principalement une photosensibilité, si vous avez une perte de cheveux, si vous avez des ulcérations buccales, on est vraiment beaucoup plus dans le cadre du lupus que dans le cadre de la PR qui, en général, ne s'associe pas à des manifestations articulaires. La troisième question, on vous demande les examens complémentaires que vous allez pratiquer et puis on vous demande si vous hospitalisez ou non votre malade. La première partie, les examens complémentaires, on est en sortie de consultation et en bilan biologique de première ligne devant une suspicion de polyarthrite rhumatoïde, c'est aller rechercher des examens complémentaires non spécifiques et notamment une inflammation systémique, donc une recherche de syndrome inflammatoire biologique, une CRP, un fibrinogène, une VS. Et dans le même temps, d'aller faire un bilan du métabolisme global, donc un hémogramme, une numération formule sanguine avec plaquettes. On fait donc, comme on disait au premier dossier, systématiquement NUM, frottis, réticulocytes pour avoir, si jamais il y a une anémie, d'emblée un premier pas dans la recherche de la cause de cette anémie. Et puis, en termes métaboliques, aller rechercher une dysfonction rénale, donc urée et créatinine, et faire un ionogramme sanguin. C'est une femme qui a 38 ans. On est dans une maladie immunologique. Maladie immunologique à 38 ans chez une femme, c'est assez souvent conditionné soit par la pilule, ou du moins le côté, c'est assez œstrogénodépendant, il faut aller systématiquement rechercher la grossesse. Donc on va faire des bêta-HCG urinaires en sortie immédiate de consultation ou en consultation chez votre patiente. Et puis après, sur la partie un petit peu plus étiologique, recherche de polyarthrite rhumatoïde, on va faire un examen, on va prescrire des examens immunologiques. Le bilan immunologique de la polyarthrite rhumatoïde, c'est la prescription d'un facteur rhumatoïde et les anticorps les plus spécifiques de la PR, c'est les anticorps antipeptides citrulinées, anti-CCP. Mais on ne va pas se limiter à ça, il va falloir systématiquement rechercher un diagnostic différentiel. Les autres causes de polyarthralgie ou polyarthrite inflammatoire chez la femme jeune, hormis la PR au début, c'est les causes immunologiques, donc le lupus principalement. Les autres maladies de système type connectivite inclassée, type syndrome de Sjögren associé, etc. Et puis, on peut être également dans le cadre des polyarthrites d'origine infectieuse ou arthrite réactionnelle qui peuvent être un petit peu dans le cadre des hépatites, hépatite B, hépatite C, qui peuvent être dans le cadre du VIH, par exemple, qui peuvent être éventuellement dans le cadre d'une primo-infection au parvovirus B19. Les autres causes d'arthrite réactionnelle, donc celles que vous connaissez sur les infections sexuellement transmissibles, type chlamydia par exemple, sont assez rares d'une part. On ne va pas faire systématiquement une sérologie chlamydia en l'absence de signes en faveur et ça donne surtout beaucoup plus des oligoarthrites. Donc là, on ne les fera pas. Donc si on récapitule, un bilan biologique général, notamment la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, un bilan immunologique avec la recherche d'arguments en faveur de la PR, donc facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP, et également des signes en faveur éventuellement d'un diagnostic différentiel, donc les anticorps antinucléaires, les anti-DNA natifs, les antinucléaires solubles pour aller rechercher un lupus, et systématiquement une sérologie VIH, une sérologie hépatite B, une sérologie hépatite C, à visée de diagnostic différentiel sur une primo-infection virale. Et puis, pour aller finir le listing de l'atteinte articulaire, il va falloir aller faire des radiographies. Donc les radiographies, c'est toujours sur les zones douloureuses. Ici, c'était les mains. Donc on fait systématiquement des radiographies de mains plus poignets, de face et de profil. Et dans la PR débutante, un des premiers signes, ça va être l'érosion au niveau de la tête du 5e métatarsien. Et donc il va falloir aller demander des radiographies de pieds, face et déroulés. On va surtout faire les avant-pieds, face et déroulés, pour aller rechercher ces lésions-là. Systématiquement, quand on fait ces radios, on demande les deux mains et les deux pieds pour pouvoir comparer.
et analyser vraiment s'il y a une atteinte d'un côté plutôt que d'un autre, ce qui n'est pas en faveur à ce moment-là de l'APR. Et puis, dans le même temps, on va systématiquement aller faire une radiographie pulmonaire, puisqu'il va falloir, au début, c'est un signe de gravité, aller rechercher des nodules rhumatoïdes cliniques, on en a parlé, et à la radiographie pulmonaire. La deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'on hospitalise la malade? La réponse est non. Là, on est devant une consultation de polyarthrite, polyarthralgie inflammatoire. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun signe de gravité, aucun lieu d'hospitaliser la malade. Donc là, il fallait répondre non. On vous donne la question 4, les clichés des radios que vous avez demandées, et on vous demande de les analyser. Donc ici, vous avez une radiographie standard de la main droite de face où on retrouve des érosions au niveau des articulations métacarpophalangiennes, notamment sur le deuxième et sur le troisième rayon, avec un pincement, donc déjà une érosion du cartilage. Quand vous avez un pincement, c'est qu'il n'y a plus de cartilage. Un pincement articulaire au niveau des métacarpophalangiennes et des interphalangiennes proximales. Donc déjà un cartilage qui est érodé de manière assez importante. Et il faut toujours, quand vous interprétez des examens complémentaires, mettre une petite phrase de conclusion. Et au total, ça vous évoque fortement une polyarthrite rhumatoïde. À la cinquième question, vous avez donc porté le diagnostic de PR et vous suivez votre patiente. On vous demande les complications à laquelle votre malade est exposé. C'est un petit peu comme tout à l'heure sur le dossier de Crohn. Votre malade, elle a une maladie articulaire, mais inflammatoire, qui est une maladie systémique. Vous pouvez avoir d'une part des complications articulaires, d'autre part des complications systémiques. Il faut toujours mettre le cadre dans vos réponses. Les complications articulaires, c'est d'une part l'atteinte d'autres articulations avec douleur, raideur, gonflement articulaire et l'impotence fonctionnelle qui va avec. Et puis, au fur et à mesure que votre PR va avancer, il va y avoir une destruction et une déformation articulaire avec des destructions assez typiques. Ça va commencer en regard des gaines tendineuses avec des formes assez classiques. Au niveau des mains, il faut toujours les découper. Les déformations articulaires, vous allez les avoir au niveau des mains, vous allez les avoir au niveau des pieds et éventuellement des autres articulations. Au niveau des mains, tout peut être touché. D'une part, le pouce, vous allez avoir potentiellement un pouce en Z avec le pouce, la partie distale du pouce qui va partir sur l'extérieur et ça c'est lié à des ruptures tendineuses au niveau de la métacarpophalangienne du pouce et de l'interphalangienne également. Les destructions, elles vont également faire différentes déviations. Quand on regarde dans le plan de la main, la déformation la plus classique que vous devez connaître, c'est le coup de vent cubital, c'est-à-dire la déformation vers le cubitus de votre patiente. Donc une déformation qui va vraiment vers l'extérieur de la main. Et puis après, si on regarde au niveau des doigts, il peut y avoir des déformations assez classiques. Il y a 3 déformations principalement à connaître au niveau des doigts. C'est le doigt en maillet, c'est le doigt en col de cygne et c'est le doigt en boutonnière. Alors le doigt en maillet, c'est votre doigt qui, à la fin, va tomber. Ça, c'est lié vraiment à une atteinte de la gaine tendineuse à ce niveau-là. Vous allez avoir également potentiellement une déformation en col de cygne, qui va être le doigt comme ça, avec l'interphalangienne proximale qui va être lésée et une rupture tendineuse à ce niveau-là. Et enfin, la déformation un petit peu inverse, c'est la déformation en boutonnière que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous allez avoir le doigt qui, je ne sais pas si on le voit bien, mais va se déformer avec l'interphalangienne proximale qui ne va plus pouvoir s'étendre. Vous avez un défaut d'extension de l'interphalangienne proximale. Ça, c'est des déformations classiques. Puis ça va toucher un petit peu tout. Au niveau du carpe, vous allez avoir également une rupture tendineuse avec ce qu'on appelle l'apophyse ulnaire. Donc ici, qu'on sent ici quand on la touche, en touche de piano. C'est-à-dire que chez vos malades, du fait de la rupture tendineuse, vous pouvez appuyer dessus, ça s'enfonce et puis ça remonte. En général, c'est très douloureux. Ensuite, vous pouvez avoir des déformations au niveau des pieds qui sont un petit peu les mêmes. Vous pouvez avoir le coup de vent péronnier, donc qui est vraiment l'équivalent du coup de vent cubital au niveau des pieds. Et puis, vous pouvez avoir également un avant-pied triangulaire, c'est-à-dire qu'à l'inverse du coup de vent péronnier, vous pouvez avoir les derniers doigts, le 3, 4, 5, qui rentrent vers l'intérieur, et par contre le premier qui est en hallux valgus, donc qui va rentrer vers l'intérieur, le pouce, le gros orteil qui va rentrer vers l'intérieur avec l'avant-pied qui va être triangulaire. Ça, c'est vraiment pour les déformations des extrémités. Dans les complications,
ces déformations-là peuvent avoir un aspect esthétique, mais surtout un aspect fonctionnel et nécessiter une prise en charge chirurgicale. Ça, c'est la deuxième partie. Puis ensuite, sur les autres articulations, vous pouvez avoir une atteinte assez grave au niveau du rachis, notamment le rachis cervical, et à la jonction entre C1 et C2, une dislocation entre l'atlas et l'axis, donc entre C1 et C2, avec des compressions médulaires qui peuvent aller se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'articulation entre les deux vertèbres, il va y avoir une disjonction à ce niveau-là, et la moelle qui passe au début peut être, à défaut d'être sectionnée, au moins comprimée avec des signes neurologiques périphériques. Ça, il faut faire extrêmement attention, prévenir les anesthésistes de vos malades si jamais il y a une anesthésie générale avec la nécessité d'une intubation, puisqu'une intubation à ce niveau-là va faire bouger les vertèbres et donc peut provoquer une compression médulaire, c'est-à-dire la malade qui se réveille sur sa table d'opération après l'intervention qui s'est bien passée, mais par contre tétraplégique avec une compression au niveau de C1 et de C2. Et puis enfin, vous pouvez avoir de manière plus inconstante les autres articulations qui peuvent être atteintes. Au niveau systémique, on a parlé tout à l'heure, la complication classique, c'est les nodules rhumatoïdes, qu'ils soient au niveau sous-cutané ou au niveau pulmonaire. Vous pouvez également avoir des pleuropneumopathies. La polyarthrite rhumatoïde touche un petit peu comme le lupus plutôt la plèvre. Ça, c'est par opposition au syndrome de Sjögren, par exemple, qui va toucher plutôt le parenchyme pulmonaire. Donc la PR touche plutôt la plèvre. Vous pouvez avoir des atteintes hématologiques auto-immunes associées, donc principalement des cytopénies auto-immunes. Vous pouvez avoir d'autres atteintes auto-immunes spécifiques d'organes, par exemple, donc la thyroïdite, atteinte de la thyroïde, la maladie de Birmer. Donc toutes les atteintes auto-immunes peuvent s'associer à la PR. Et puis vous avez une complication classique dans les bouquins qui est extrêmement rare, qui s'appelle le syndrome de Felty, que je vous demande d'oublier, parce que c'est vraiment exceptionnel, qui est l'association dans les bouquins d'une neutropénie avec une polyarthrite rhumatoïde, une splénomégalie et une fièvre hématologique. Pur et simple. Donc, mais bon, ça c'est vraiment exceptionnel. Retenez deux types de complications, articulaires avec les déformations, la destruction et la nécessité de prise en charge chirurgicale à laquelle il va falloir penser, et deuxièmement les complications systémiques de toute maladie immunologique. Et à la dernière question, on vous demande d'instaurer un traitement de fond. On vous dit que vous instaurez un traitement de fond par méthotrexate et on vous demande les principales complications et les principes de surveillance du traitement. Principale contre-indication du méthotrexate, c'est qu'il faut toujours mettre, si on ne se souvient pas, les contre-indications générales. Contre-indications générales à n'importe quel médicament, c'est l'allergie, c'est l'hypersensibilité. Pour le méthotrexate en particulier, après, ça va être la grossesse. Vous savez que le méthotrexate, on l'utilise dans le traitement des grossesses extra-utérines pour vraiment aller tuer ce qui se passe dans la grossesse extra-utérine. C'est un antimitotique, ça empêche la division cellulaire. Donc la grossesse, évidemment, si vous mettez du méthotrexate, vous allez tuer le bébé qui est en cours de croissance. Et puis également, vous allez avoir l'insuffisance hépatique, l'insuffisance médulaire, donc une insuffisance hématologique, et l'insuffisance rénale chronique, qui sont des contre-indications relatives ou absolues en fonction de leur grade à l'utilisation du méthotrexate. Les principes de surveillance de l'utilisation du méthotrexate, ça commence chez une femme jeune par aller traquer en permanence la grossesse. Donc si votre patiente a un désir de grossesse, il va falloir la planifier, cette grossesse. Il va falloir envisager la prise en charge de manière conjointe avec un gynécologue pour qu'elle arrête le méthotrexate suffisamment avant la grossesse éventuelle. Vous allez, comme d'habitude, informer votre malade et l'informer notamment sur la nécessité de prendre ce traitement au long cours. Le méthotrexate, ça se prend, maintenant c'est des comprimés, il y a des formes sous-cutanées également qui existent, la forme en comprimé est extrêmement bien tolérée, et ça se prend en fonction du poids de la malade entre 2 et 4, 5 comprimés, en une prise par semaine. Mais ça, il va falloir définir avec la malade un calendrier de prise pour qu'elle s'astreigne à prendre le méthotrexate un jour fixe et qu'elle ne l'oublie jamais. On fait au préalable donc, des bêta-HCG, on va définir le projet obstétrical, et on va faire un bilan pré-thérapeutique en rapport avec les contre-indications dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un bilan rénal, un bilan hépatique et un bilan hématologique pré-thérapeutique afin de rechercher les contre-indications. Et ensuite, il va falloir surveiller votre malade. Donc, je mets là de côté la grossesse dont on a parlé tout à l'heure, mais un suivi clinique et paraclinique régulier, un sur l'efficacité, deux sur la tolérance de votre traitement et l'apparition d'éventuels effets secondaires ou d'un échec thérapeutique. Il y a une mesure associée systématique au méthotrexate, c'est la prescription d'acide folique. Le méthotrexate, c'est un inhibiteur des bases puriques.
Et la complication de ça, c'est que c'est son but, ça va jouer sur la division cellulaire. Donc, on a un excellent effet anti-inflammatoire, principalement sur les articulations. Le problème, c'est les effets secondaires, notamment au niveau hématologique, puisqu'on empêche la division cellulaire, et au niveau digestif. Et la première cause d'arrêt du méthotrexate, c'est l'intolérance avec des douleurs abdominales et avec des diarrhées. Pour contrecarrer ces effets secondaires, on va aller prendre l'antidote du méthotrexate, qui est l'acide folique, mais il ne va pas falloir le prendre le jour de la prise, puisque là, vous allez contrecarrer tous les effets, donc il n'y aura aucun effet même articulaire. Par contre, on va le prendre 2 à 3 jours après. En une prise, vous allez prendre 10 à 15 mg de spéciafoldine, qui est l'antidote, pour aller limiter les effets secondaires digestifs. Donc, si on récapitule, on a programmé la grossesse, rechercher les contre-indications, le rein, le foie, le sang, et surveiller la malade en fixant vraiment un calendrier de prise hebdomadaire, et 3 jours après la prise hebdomadaire, la prise d'acide folique pour limiter les effets secondaires. Et ensuite, dans la surveillance, l'efficacité thérapeutique, elle passe par la clinique et la paraclinique sur le score d'activité de la maladie, qui est le DAS28, qui est le score validé maintenant d'activité de la polyarthrite rhumatoïde, qui va tenir compte du nombre d'articulations douloureuses, qui va tenir compte du nombre d'articulations gonflées, qui va tenir compte du retentissement de la maladie sur les activités de la vie quotidienne et la qualité de vie de la malade, et qui va tenir compte de l'inflammation globale, le vieux, entre guillemets, DAS28 utilisé à la vitesse de sédimentation. Les DAS28 les plus récents utilisent maintenant la CRP. Il faut l'un ou l'autre des deux paramètres inflammatoires pour estimer l'activité. Donc DAS, c'est pour Disease Activity Index, donc score d'activité de la maladie. 28, c'est parce qu'on regarde les 28 articulations les plus fréquemment atteintes. Donc on limite déjà un petit peu le nombre d'articulations atteintes. Et au total, le méthotrexate est le traitement de référence maintenant à l'initiation d'une polyarthrite rhumatoïde. On n'a pas forcément besoin d'utiliser les corticoïdes. La seule chose pour finir sur ce dossier à noter, c'est qu'en cas d'échec de méthotrexate, il faut regarder plusieurs choses. 1, est-ce qu'on a vraiment bien pris, est-ce qu'on est à la bonne dose de traitement? 2, est-ce que c'est le traitement qui est adapté? Et si le traitement n'est pas adapté et qu'à l'inverse, la maladie continue à galoper sous traitement, il faut penser qu'en deuxième intention, on a maintenant les anti-TNF qu'il faut bien utiliser. Et qu'il faut connaître, il y a 3 anti-TNF, hein, le Remicade, l'Ambrel et l'Humira, qu'il faut connaître dans l'indication PR. Et pour terminer sur le traitement, n'oubliez pas, là on est vraiment sur la partie traitement médicamenteux d'une PR débutante simple. Là, le dossier à l'internat ou en conf d'une PR qui évolue depuis plus longtemps avec des déformations articulaires, il ne faudra pas oublier la prise en charge chirurgicale d'une part et ergothérapeutique pour aller adapter la malade à son environnement professionnel et à son environnement personnel sur les choses qu'elle va faire à la maison.